Nous parlerons ce soir de l'amour et de la sagesse. L'amour est en nous, la sagesse à l'extérieur de nous. Pour bien comprendre le feu, il faut aussi connaître l'air, car l'air et le feu sont complémentaires. L'air qui apporte la fraîcheur assure le feu un pouvoir régulateur. Nous retrouverons ce même phénomène en nous. Comment, diriez-vous? Nous sommes un peu comme des voyageurs qui parcourons l'espace pour accomplir notre prédestination. Nous avons besoin de la chaleur et du froid. La chaleur, nous l'avons en nous. Nous apportons avec nous notre poêle, avec notre combustible, afin de pouvoir nous chauffer au-dedans. Car dehors, il fait froid et le chemin est long. Il est donc nécessaire d'entretenir le feu intérieur. Quant au froid, il vient de l'extérieur. C'est l'air qui permet de réguler la température. On peut dire donc que le feu est l'amour et l'air la sagesse. L'amour est en nous, tandis que la sagesse est à l'extérieur de nous, pour que nous puissions l'étudier, la contempler et réguler ainsi notre feu intérieur. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Ayou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Vous connaissez le rituel, vous connaissez la tradition, vous en connaissez le principe. Mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui jeudi. Et les jeudis, nous en avons pour une soixantaine de minutes sur le réseau local de Golf TV Africa et 90 minutes entières sur notre réseau international et sur le reste de nos réseaux. Mesdames, messieurs, nous aurons tout à l'heure, à partir dans une soixantaine de minutes, sinon dans moins d'une soixantaine de minutes sur le réseau local, la liaison avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Ce sera pour le Washington Forum. Le Washington Forum qui est un magazine d'information réalisé avec beaucoup d'intelligence et de professionnalisme par nos confrères de la Voix de l'Amérique. Prenez le rendez-vous. Quant à vous qui nous recevez sur le réseau international et sur nos divers autres réseaux, vous aurez droit à vos 90 minutes habituelles. Je vous informe que tout à l'heure, nous recevons un invité, Patherne Couton. Patherne Couton est le président du Creuset national des aspirants au métier d'enseignant. Avec lui, nous parlerons de la situation des aspirants au métier d'enseignant à la veille de cette rentrée scolaire. Mais tout de suite, mesdames, messieurs, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité ce soir en direct de Cotonou. La session extraordinaire de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2022 a démarré ce jour à Cotonou. Golf TV Africa vous en fait le point. Les aspirants au métier d'enseignant à l'orée de la rentrée scolaire 2022-2023 s'inquiètent de la sauce à laquelle ils seront mangés durant cette nouvelle année. Nous parlerons au cours de cette messe de l'information. Les difficultés rencontrées par les usagers au carrefour Marina de Cotonou empêchent la libre circulation des personnes et des biens. Défaut de feu tricolore, nous avons constaté. Serge Bien-Couimon nous en parlera aussi.
toujours les bienvenus à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci toujours de préférer le siège de l'info pour vous informer. Merci d'être au rendez-vous ce soir. C'est parti depuis ce matin à Cotonou avec la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2022. C'est ce jeudi 8 septembre 2022 à la salle Colline de l'Infosec de Cotonou. Les 3 centrales et confédérations syndicales officiellement reconnues par l'État béninois étaient de la partie. Golf TV Africa y était aussi. Aristide Kanoussou, Paul Sagbadjou. Donc je propose que nous engagions les discussions sur le contenu du premier point de l'ordre du jour. Et à ce chapitre, je vais demander aux ministres chargés de l'éducation, aux 3 ministres, de faire leur présentation, à la suite de quoi nous aurons la discussion. Le président de la commission venait de dresser le chronogramme que va suivre cette rencontre, la rencontre au gouvernement du Bénin syndicaliste. Ils sont représentés, monsieur le ministre d'État, donc le quorum est bien atteint pour délibérer valablement. Il est manifestement remarqué que les échanges ont été houleux. Au nom de la CSTB, je prends la parole à cette occasion solennelle pour exprimer dans un premier temps la déception des travailleurs face à la déclaration que le président de la République a eu à faire en France le 30 août dernier par rapport aux travailleurs de notre pays. Les aspects de sa déclaration qui ont consisté à dire que les acquis sociaux dans un pays non développé comme le nôtre peuvent être remis en cause en faveur du développement et qu'on n'a pas à imiter les pays développés. Alors que chaque année, notre pays participe aux travaux de l'OIT où nous votons ensemble les différentes résolutions et conventions. On ne tient pas compte de qui est développé, qui n'est pas développé. Et les conventions ratifiées par le Bénin ne tiennent pas compte de chaque pays. Cette déclaration est suffisamment grave. Lui-même a reconnu que c'est un recul. Et ce recul justifie pourquoi véritablement il n'y a pas mise en œuvre de dialogue social au Bénin. Les canaux du dialogue social sont bouchés depuis un moment. Et vous voyez, on se retrouve seulement parce qu'il y a la rentrée. S'il n'y avait pas rentrée, on ne se rencontrerait pas. On a dit diligence à accomplir ou accompli pour une bonne rentrée. Mais il y a des diligences qui sont urgentes, plus urgentes que la rentrée. Parce qu'il y a un lien entre ces diligences qu'on doit faire, ces urgences, entre ces urgences et la rentrée. Les travailleurs vivent très mal. Le pouvoir d'achat est presque nul. 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 Vous avez annoncé une augmentation, une revalorisation, pour être plus précis, des salaires en décembre 2021. À ce jour-là, vous n'avez encore rien fait. On nous a dit qu'il y a un comité qui a été mis sur pied, comité interministériel. On nous appelle en avril, ça a accouché d'une souris. Une souris. Parce qu'on a juste défini le cadre. Le cadre pour, n'est-ce pas, nous de faire des propositions plus tard. On avait dit qu'on allait continuer la discussion. C'est puisque c'était le début, a-t-on dit au palais, la première journée, n'est-ce pas, de cette séance, de cette session ordinaire. Il y a des diligences, que nous avons des urgences. Il ressort quand même de cette rencontre que le gouvernement n'est pas resté sourd aux préoccupations des travailleurs. La session, qui est une session extraordinaire, a été consacrée exclusivement aux questions liées à la rentrée scolaire. Et après la présentation des ministres
des 3 ministres chargés de l'éducation, nous avons échangé sur les conditions de préparation de la rentrée et nous avons convenu que les conditions de cette préparation s'est bien passée et qu'on peut considérer que la rentrée scolaire prochaine de ce mois de septembre va se passer dans des conditions normales. Le principal sujet des préoccupations et du gouvernement et des partenaires sociaux, vous le savez, a été la situation des AME, des aspirants au métier d'enseignant, où le gouvernement continue de travailler sur les conditions d'amélioration de leurs conditions de travail. Le gouvernement a annoncé à la session qu'en attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines, pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Et je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion. À l'orée de cette année scolaire 2022-2023, les aspirants au métier d'enseignant, nous le disions à l'entame de cette messe de l'information, les aspirants au métier d'enseignant, communément appelés AME ou aspirants, s'inquiètent de la sauce à laquelle ils seront mangés au cours de cette année scolaire au regard des difficultés rencontrées les années antérieures. Payés 9 mois sur 12 et sans aucune prime ni indemnité, ils affirment être très nombreux à avoir vécu la marée noire pendant les vacances qui s'achèvent. C'est avec le moral, disent-ils, complètement au bas de l'échelle qu'ils implorent le gouvernement et son chef Patrice Talon à réétudier leur situation. Gauthier Sédodé, Silver Bianze. Le 19 septembre prochain, l'année scolaire 2022-2023 démarre en République du Bénin. Si le gouvernement a fait déjà l'essentiel pour le bon démarrage des cours, la situation des aspirants au métier d'enseignant laisse penser qu'il reste encore beaucoup à faire. Au primaire comme au secondaire, les AME viennent de traverser encore une fois une période de vacances sans salaire. Leur moral, à quelques jours de la rentrée, est au plus bas. On a été formés, on nous paye 9 mois de salaire. 9 mois de salaire. Moi, par exemple, je suis payé à 60 000 francs. Payer le loyer, l'électricité, subvenir aux besoins des enfants durant toute l'année. Et dans ça, il faut prendre du carburant, réparer la moto et se rendre à l'école tous les jours. Quelle économie tu peux faire dans ces 60 000 francs pour pouvoir maintenant gérer les vacances qui ne sont pas payées? Ce n'est pas la joie, c'est difficile. Au quotidien, ce que nous vivons, c'est pénible, c'est cruel. Je ne sais pas, nous sommes des humains. Avant d'être enseignants, nous sommes des humains. Je travaille pour l'État, mais pendant les vacances, je n'ai pas de salaire. C'est ridicule. J'ai même du mal à en parler. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est regrettable. Vous imaginez, depuis juin, d'accord, on n'a plus de salaire. On a pris notre dernier salaire en juin. Tu as loué une chambre. Il y a des gens qui ont bénéficié des grâces des parents, d'accord. Mais tu as loué une chambre. Tu as payé cher. D'accord. Le reste, c'est comment? Tu veux payer ça comment? Moi qui suis ici, par exemple, maintenant, la fois dernière, j'ai reçu sur là de mon propriétaire. Je dis la vérité, je ne suis pas en train de mentir. D'accord? Vous voyez, quand ça tourne là, ça fait mal. Une catégorie d'enseignants sans aucune prime ni indemnité, mais qui est appelée à reprendre les classes au même titre que leurs collègues APE et ACE. Nous voilà maintenant à la veille de la rentrée, où nos aînés ont déjà leur prime de rentrée. Et ils seront payés également par rapport à la journée pédagogique tout à l'heure. Et nous autres, rien. Nous allons démarrer la rentrée au même titre qu'eux. Et vous voyez? Et eux, ils seront payés ce mois de septembre. Mais nous, non. Comment tu vas préparer la rentrée de tes enfants? Vous imaginez ça? Acheter les fournitures scolaires, payer l'inscription et aussi la première tranche. Tout au moins pour les enfants. C'est difficile. Psychologiquement, je suis abattu.
Et avec ça, je ne sais pas si je peux mieux faire le travail. Voilà, l'année va commencer maintenant. On va commencer avec les HE. Et ceux-là, ils commencent l'année avec les primes déjà, oui. Nous, même, comment on va préparer la rentrée scolaire? Dites-moi. Comment? Nous avons des enfants aussi envoyés à l'école. Nous-mêmes, nous devons préparer la rentrée scolaire. Cette situation semble entacher les efforts du gouvernement pour un système éducatif efficace, avec l'invitation cette année de tous les enseignants, y compris ceux du privé et les AME, à participer aux journées pédagogiques. Moi, je ne vois pas les efforts. Je ne vois pas les efforts dont vous parlez. Parce qu'on a commencé ce truc-là depuis 2019. Depuis 2019, on a toujours chanté les mêmes choses, on a toujours revendiqué les mêmes choses. Mais jusqu'à ce temps, ça veut dire 4 années scolaires, n'est-ce pas? Oui, de 2019 à 2022, ça fait 4 années scolaires déjà écoulées. Mais quelle amélioration nous avons eu? Et quels sont les efforts? Les efforts dont vous parlez là, où sont les efforts? Ça donne quoi? Ça ne donne rien. On ne voit rien. Donc pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'effort, nous sommes là, et puis livrés à nous-mêmes, et puis bon, on se contente de ce qu'on nous donne, et puis on fait avec. Que ce soit du privé ou pas, quand on parle de journée de réflexion, tout le monde doit y aller. S'il y a 5 francs pour les APE, il peut y avoir 2 francs, que ce soit privé ou pas. Mais pour cette journée-là, il faut mettre tout le monde dans le même bain. Parce que le résultat de fin d'année, que ce soit au BPT, au CEP, au BAC et consorts, vient de qui? Des enseignants, que ce soit du privé ou pas. Et après tout, c'est pour qui? C'est pour l'État. Nous sommes associés aux journées de réflexion. Vous voyez? Et quand on finit, les autres sont payés et nous autres délaissés. Ça, c'est de l'injustice. Les nombreuses négociations avec le gouvernement n'ont juste là porté un fruit en leur faveur, mais les AME espèrent que les dernières concertations en date vont finalement aboutir au paiement de 12 mois sur 12. Le gouvernement avait rencontré toujours les mêmes partenaires sociaux à la présidence, où le président même avait lancé un défi, s'il faut nous payer les 12 mois sur 12, et voir comment gérer l'augmentation de salaire ou augmenter le salaire chaud là. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là, on est resté là. On ne sait même pas si cette rencontre-là a déjà connu sa fin ou pas, on ne sait pas. Et il y a encore une autre rencontre. Bon, pour moi, je ne sais pas, quand ils se rencontrent, ce qu'ils se disent, on entend seulement le reste. Mais moi, ici, debout devant vous, si j'attends quelque chose de cette rencontre, premièrement, c'est les 12 sur 12. Oui, ils se sont toujours rencontrés. Ils se sont toujours rencontrés. On a toujours la suite, on connaît la suite. Mais sincèrement, s'ils peuvent, pour cette fois-ci, pour cette année scolaire qui vient, s'ils peuvent vraiment regarder dedans et puis penser aux AME vraiment, ce serait bon. À partir de cette année, il faut que les 12 sur 12 soient appliqués à tous les AME. On va applaudir. Ça va nous donner un ouf de soulagement. C'est la première des choses que moi j'attends de cette rencontre. Et tout le reste, après. On espère une amélioration de notre condition de travail et de vie. Tout au moins les 12 mois sur 12 pour cette rentrée qui veut commencer. Tout au moins les 12 mois sur 12. Nous implorons vraiment la clémence de ce gouvernement. Qu'il pense à nous. Pour une bonne année scolaire 2022-2023, les aspirants au métier d'enseignant souhaitent que leur salaire de septembre soit payé à bonne date. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, les apprenants et étudiants sont pour la plupart soumis à une série de séances d'orientation. Une méthode qui consiste à situer l'individu vers un idéal qui lui permettra de faire un choix judicieux. Jeunes et acteurs du secteur de l'éducation apportent ici des clarifications dans ce reportage réalisé pour vous par Spérois aussi. L'orientation est un exercice âprement difficile et délicat selon les spécialistes. Lorsqu'elle est réussie, elle fait de l'apprenant un être épanoui, heureux et satisfait. Elle nécessite plusieurs aptitudes et la méthode appliquée pour les nouveaux bacheliers doit être revisitée, suggèrent ces experts. Pour faire cette orientation, je crois qu'il y a déjà des méthodes d'orientation que nous connaissons tous et qui sont implémentées par les autorités au niveau supérieur de l'enseignement, surtout l'orientation dans les facultés et les grandes écoles des universités du Bénin.
Cette méthode est déjà une bonne méthode. Mais il faut aussi faire un peu attention à l'améliorer parce que quand moi j'ai suivi un peu la technique, je me suis rendu compte que c'est basé sur les moyennes obtenues. Dans plusieurs domaines, il faut choisir des matières données, calculer les moyennes. C'est très bien, c'est très bien. Mais aussi, il faut permettre aux futurs professionnels, au-delà de ces prédispositions en moyenne, de savoir exactement de quoi il s'agit. L'orientation doit se faire sur la base de 3 critères. 3 critères. Le premier critère, c'est déjà ce que l'enfant veut. C'est déjà ce que le nouveau bachelier, en fait, ce à quoi il aspire, ce qu'il veut devenir dans sa vie. Et là, il y a un travail à faire. L'on cherche à devenir quelque chose qu'on connaît. Quand vous prenez un enfant qui est né au fin fond du Bénin, qui ne voit que des politiciens en fait venir avec voiture, en fait, ce n'est que ça qu'il connaît. Il aura envie de devenir politicien. Le deuxième critère, c'est sur ses performances. La note, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'une note ne traduit pas forcément en fait, les performances d'une personne. Troisième chose, c'est les opportunités qu'il y a sur le marché du travail. C'est les 3 critères. L'enfant peut dire que je veux être pilote, mais si les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse être pilote en fait, et avoir du travail de pilote en fait, dans notre environnement, il faut qu'on le lui explique. Je ne dis pas qu'on lui interdise de faire en fait, cette formation, mais il doit comprendre les enjeux. En effet, pour cet acteur de la société civile et membre d'organisations de la jeunesse, la couche juvénile devra se réinventer et aller à l'école de la vie afin de mieux se réorienter. Aller à l'école aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il y a l'école de la vie, par exemple. Les Américains parlent de l'école des coups durs. Est-ce que vous voyez? Hard Knock School. Eh bien, ce n'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école qui fait de vous devenir ce que vous voulez. Il y a ce que la vie vous apporte comme les difficultés. Et si, en tant que jeune aujourd'hui, vous n'êtes pas préparé pour surmonter ces difficultés, il vous serait très difficile, même si vous êtes bien à l'école, vous avez eu de très bonnes moyennes, vous avez fait de très bonnes études, ça ne suffit pas pour, n'est-ce pas, être un jeune, pour avoir un bon avenir. Donc, nous préparons les jeunes à pouvoir, n'est-ce pas, surmonter les difficultés de la vie et à être des jeunes vraiment aguerris pour, n'est-ce pas, travailler pour leur nation. Face à la multiplicité des séances d'orientation, les étudiants et les scolaires devront faire un choix judicieux et les parents ont aussi un rôle prépondérant à jouer, faut-il savoir. La ressource la plus importante pour un pays, c'est la ressource humaine. La République, c'est d'abord l'école. On a intérêt à y consacrer toutes nos forces, chacun. Nous avons tous une part de responsabilité, toute notre énergie afin que l'orientation soit bien faite. Un enfant bien orienté est une richesse pour la nation. Ce n'est pas d'une simple valeur. C'est une richesse pérenne qui va garantir en fait une stabilité dans la société qu'on est en train de... Donc pour les jeunes, le message que moi j'ai pour eux, il y a aujourd'hui de nouveaux métiers, il y a aujourd'hui de nouvelles opportunités. On ne choisit pas une formation systématiquement parce que papa l'a fait. Parce que les opportunités à l'époque de papa ne sont pas les opportunités d'aujourd'hui. On ne choisit pas une formation parce que dans mon quartier, celui qui a construit une grande maison a fait cette formation-là. On ne choisit pas une formation parce que mes amis sont en train de faire ça, je vais aller faire ça aussi. On ne choisit pas une formation parce que le titre de la formation est intéressant. On dit formation en temps. Ce n'est pas ça qui détermine l'avenir d'une personne. Je crois qu'en termes d'orientation, il faut vraiment que l'enfant comprenne de quoi il s'agit, que l'enfant nourrisse de la passion. Et pour cela, les parents aussi doivent être impliqués. Voir un peu comment l'enfant réagit à la maison par rapport à certaines préoccupations, par rapport à certains jeux, par rapport à certains films, par rapport à certains travaux domestiques, par rapport à ces associations, les groupes dans lesquels il milite, pour essayer de déceler où est-ce qu'il a des forces, où est-ce qu'il a des faiblesses. Ensuite, il faut qu'on enlève de la tête qu'il y a des sauts métiers. Un enfant qui a le bac, qui dit je veux faire de la couture, qui dit je veux faire mécanicien, qui dit je veux faire coiffure, il y a certains parents qui sont étonnés. Non, quand on est étonné, on détruit l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ont ces dons-là et qui n'arrivent vraiment pas à les sortir parce qu'ils savent que papa va crier, maman va crier.
Après le bac Nazanquet, je vais dépenser autant d'argent et vous allez devenir quoi? Tailleur, vulcanisateur, pavé. Vous posez les pavés dans les rues? Non, mais c'est pas possible. Non, il est temps qu'on change. Il est temps qu'on change. Le boulanger, sans le boulanger, pouvons-nous manger du pain? Sans l'agriculteur, le cultivateur, je dirais, pouvons-nous manger du maïs, de la tomate? Sans le coordonné, pouvons-nous nous chausser? Alors, sans le couturier, un enfant qui choisit le métier noble comme la haute couture doit être encouragé. Sans le couturier, est-ce qu'on peut s'habiller? Est-ce qu'on peut sortir? Et donc, il faut aussi un changement de mentalité à tous les niveaux. Il faut que nous, parents, nous changeons de mentalité. Il faut que nous motivons les enfants dans le sens du choix des métiers et à la limite être polyvalents aussi dans le choix des métiers. Il faut que nous les laissons libres pour qu'ils puissent s'exprimer et il faut que nous puissions les accompagner dans ce domaine. Selon plusieurs spécialistes de l'orientation scolaire, le choix d'une filière par les apprenants passe par la maîtrise de soi et non de vouloir ressembler à une personne dont la référence séduit l'environnement social. Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou sépare absorption de l'hôpital des armées de décision prise hier au terme du Conseil des ministres hebdomadaire. Selon les praticiens ou les potentiels patients, c'est une bonne nouvelle, même si les raisons divergent. Il y a toutefois des craintes à avoir. Suivez à cet effet ce micro-trottoir réalisé pour vous par la rédaction ACTV. Nous pensons que c'est une très bonne nouvelle, une très bonne chose. Et rappelez-vous qu'à la dernière élection présidentielle, le chef de l'État, ou notre ministre de la Santé, je dirais, nous avait dit et rassuré lors des campagnes que le quinquennat sera le quinquennat du secteur de la santé. Déjà plus d'1 an, et nous voyons que ça réfléchit et finalement voilà une nouvelle qui est tombée et qui va... Et je ne connais pas le contenu, mais ça va certainement spécialiser les secteurs. Ça va certainement spécialiser les services. Et de plus en plus, nous avons réussi à entendre qu'on aura des services, on aura un hôpital à Tobin, on aura des services qui seront délocalisés un peu partout pour qu'on quitte un foutu. C'est vrai aussi que l'hôpital Hubert Maga, le CNHU, à des moments donnés, souffre de la capacité d'accueil. Et là, il faut fréquenter les services de la mère et de l'enfant, notamment la CUGO, pour se rendre compte qu'il faut agrandir certains services dont la demande devient de plus en plus forte. Et mettre le CNHU et l'hôpital Kangezo ensemble va offrir un espace beaucoup plus large et va mettre de plus en plus les praticiens ensemble et ça fera économie du matériel, ça fera économie du personnel et la population qui ignore entre-temps que l'hôpital Kangezo est ouvert à tous va comprendre que tout devient CNHU et il faut aller se faire soigner. Et je pense que cette nouvelle est bonne et il faut que la volonté gouvernementale accompagne parce qu'il y aura certainement des patients qui, dans un service, peuvent avoir besoin d'un autre service. Je voudrais parler du transport, la circulation, la libre circulation du personnel et des patients pour bénéficier d'un service à un autre. Je pense aussi qu'il y a un lopin de terre, et pas aussi un petit lopin, qui sépare l'hôpital Kangezo du CNHU qu'occupent les forces armées. Et si cette partie vraiment pouvait être aussi rasée et que de nouvelles infrastructures pouvaient être construites, là, nous pensons que vraiment l'hôpital aura une dimension beaucoup plus large et on pourra aller effectivement à spécialiser des services et pour que nous allions davantage à un espace de travail beaucoup plus aisé. Je pense que le gouvernement qui a pris cette décision n'a pas pris ça du coup, a certainement mûri. Le quoi que ça pouvait donner est que le personnel qui vont travailler, le personnel qui va travailler plutôt dans cet hôpital qui résulte de la fusion ne sont forcément pas de même statut. Ils ne sont pas forcément du même statut. Il y a le personnel de la santé du ministère de la Défense
il y a les agents conventionnés du CNHU, il y a les agents permanents de l'État, il y a les contractuels de l'État. Donc je pense que de profondes réflexions ont été menées avant que cette décision ne soit prise, ou du moins une commission va réfléchir sur tous ces aspects afin que le personnel garde ses droits et que le personnel soit aussi motivé et que nous ayons beaucoup de matériel pour travailler. Oui, c'est une bonne chose parce que je me posais déjà la question, puisque le camp Guézo va se déplacer vers Dalaba, et je me demande qu'est-ce qui allait se passer entre le CNHU et puis l'hôpital des armées. C'est une bonne nouvelle selon moi. Le CNHU va occuper encore l'espace de camp Guézo. C'est une bonne chose. J'apprécie. Pour ce que je sais de l'hôpital camp Guézo, comme on l'appelait, c'est plutôt l'hôpital de la veuve et de l'orphelin. Du moins, c'est comme ça que c'est perçu. C'est l'hôpital de ceux qui ont peu de moyens. L'armée a souvent fait du social à cet hôpital-là. Si le CNHU l'a avalé, eh bien, pour que ça reste toujours une branche qui respecte sa philosophie, j'ai rien contre. Mais malheureusement, si le CNHU en a pris contrôle pour que ça fasse vivre aux populations les mêmes déboires qu'on vit au CNHU, ce serait dommage et regrettable. Les difficultés rencontrées par les usagers au carrefour Marina de Cotonou, nous sommes à Sikekodi, empêchent, sinon entravent la libre circulation des personnes et des biens. Pour cause, certains feux tricolores qui s'y trouvent ne s'y allument plus de façon permanente et simultanée et créent bien parfois des embouteillages aux heures de pointe. Une situation que dénoncent usagers et riverains, mais qui perdure depuis plusieurs années. Golf TV Africa est descendu sur les lieux. Imaginons. Tout comme ces usagers, si vous avez déjà emprunté le carrefour Marina à Cotonou, vous avez certainement dû vous retrouver au moins une fois dans cette situation. Ils sont certes coincés en plein milieu du carrefour, mais ils n'ont commis aucune infraction au code de la route. Il y a beaucoup d'embouteillages sur le carrefour Marina, beaucoup d'embouteillages. Mais c'est très difficile, parce qu'avec le feu qui sont là, mais c'est très difficile pour nous. Oui, on est souvent confronté à d'énormes difficultés, surtout en venant de côté Tokpa. Si le feu s'allume, on a du mal. C'est un véritable encombrement. Surtout quand vous arrivez à la hauteur du carrefour, c'est un empêchement qui ne dit pas son nom et vous êtes obligé d'attendre d'abord que le feu, de côté de l'étoile, allume d'abord avant que vous n'ayez le temps de tourner. Et ça crée d'énormes frustrations. Pour certains, passer par ce carrefour requiert une extrême agilité. Mais c'est un peu difficile, mais il faut être un peu, habile. Il faut être un peu habile parce que c'est pas facile, mais je regarde à gauche, à droite pour pouvoir en tout cas contourner le carrefour. C'est un peu difficile quand même, mais si on quitte la SBE pour contourner le feu, c'est un peu difficile. Donc du coup, on suit en quelque sorte la tendance, et on suit comment évoluent les choses et c'est en fonction de cela qu'on arrive à traverser le carrefour parce qu'il n'y a pas un feu tricolore qui nous permet de quitter la SBE pour traverser le carrefour. Donc on essaie de calculer. Aux heures de pointe, c'est la croix et la bannière pour réussir à se faufiler. Surtout le soir. Même dans les heures de pointe, franchement c'est pénible. Les populations exhortent donc les forces de l'ordre à jouer un rôle plus important dans la gestion du trafic routier à ce carrefour. Normalement, les policiers devraient nous aider à contrôler le carrefour. Mais malgré tout ça, là, on n'a pas vu la présence des policiers. C'est nous-mêmes qui faisons l'effort pour pouvoir contrôler le carrefour. Je veux que durant toute la journée, qu'il y ait un peu la présence des policiers. C'est ce que moi je voulais. Le message est on ne peut plus clair. Les autorités sont ainsi interpellées à prendre leurs responsabilités pour que se résolve enfin cette situation.
Notre invité ce soir, mesdames, messieurs, c'est Paterno Couton. Paterno Couton est le président du Creuset national des AME, entendez, aspirant au métier d'enseignant. On le reçoit juste après cette courte pause. Paterno Couton, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Dites-nous, d'entrée de jeu, qu'appelle-t-on AME, aspirant au métier d'enseignant? AME, comme vous venez de le dire, aspirant au métier d'enseignant, c'est le nom que le gouvernement actuel a attribué à cette catégorie d'enseignants. Alors, dites-nous, combien d'AME êtes-vous environ au Bénin? Au Bénin, nous sommes près de 25 000 AME, y compris l'enseignement maternel, primaire et secondaire. 25 000? Oui, près de 25 000. Alors, parlez-nous un peu, monsieur Couton, des conditions de vie, des conditions de travail des aspirants au métier d'enseignant. Ok, merci, monsieur le journaliste. D'abord, je pense que vous êtes aussi dans le pays et comme nous avons l'habitude de le dire toutes les fois sur les réseaux sociaux, oui. Cette catégorie d'enseignants traverse chaque année des moments très difficiles ou je dirais même pénibles. Et parce que d'abord, je voudrais d'abord rappeler que le décret qui régisse les AME, c'est qu'il n'y a pas autre décret qui régissent les AME que ceux qui régissent les agents contractuels ou agents permanents d'État. Quand on prend par exemple le décret 2015-273 du 4 juin 2015 portant un régime juridique des agents contractuels de l'État, en son article 1er, si vous le voulez, je peux peut-être la lire ou on pourra aussi... Oui, non, dites-nous. Donc, en son article 1er, il dit « Le présent décret a pour objet de fixer le régime d'emploi des personnes autres que les régimes d'emploi des personnes autres que les agents permanents de l'État recrutés pour occuper des emplois publics permanents ou non dans les services centres ou publics ou déconcentrés des administrations, institutions de l'État, des établissements publics à caractère social, culturel, administratif et scientifique. » Donc, même si on prend les AME où on dit qu'ils font des emplois temporaires, comme on dirait des contrats de 9 mois et autres, c'est arbitraire. C'est pour ça qu'on dit toujours que nous sommes appelés abusivement aspirants. D'abord aspirants parce que la plupart de cet effectif sont des gens sortis des écoles normales d'instituteurs en ce qui concerne le primaire et des écoles normales supérieures en ce qui concerne le secondaire avec des diplômes comme le CEAP, le CAP pour le primaire, le BAPES, le CAPES, le CAPET, le BAPET et autres pour le secondaire. Vous voulez dire, monsieur Couton, que ceux-là qu'on appelle aspirants au métier d'enseignant, pour la plupart de ces 25 000, ce sont des enseignants confirmés, régulièrement formés dans les écoles normales. Donc, ils ne sont plus aspirants, ils sont des enseignants en bonne et due forme. Justement, ils ne sont plus aspirants puisque c'est des gens qui, par le passé, ont passé des concours d'entrée à l'école normale supérieure ou à l'école normale d'instituteurs et qui sont sortis diplômés de l'État en tant que professionnels du métier. Et aujourd'hui, on les a attribué le nom aspirant. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, M. Couton? Bon, seules les autorités pourront nous dire les raisons. Et aussi, on a accepté d'être aspirant dans ce cas, mais ça fait déjà 3 années consécutives et on n'a pas de statut, on n'a rien, on est toujours aspirant, on ne sait pas combien de temps que cela va durer. Mais c'est curieux ce que vous dites. Vous dites que pour la plupart des 25 000 dénommés aspirants au métier d'enseignant, que vous avez régulièrement, vous êtes régulièrement admis dans les écoles normales, qu'il s'agit des enseignants du primaire, des enseignants du secondaire, des enseignants de la maternelle et autres, vous avez été régulièrement formés, vous avez obtenu le diplôme et donc vous êtes des professionnels de l'enseignement. Donc vous n'êtes plus des aspirants
au métier de l'enseignement. Justement, en réalité, nous sommes plus des aspirants. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le décret, il n'y a plus autre décret qui régit les aspirants. Donc, moi, je ne comprends pas la grille salariale qu'on nous a attribuée, puisqu'on devait être traité de la même manière que les ACE et autres. Il n'y a pas un décret qui régit les aspirants, c'est le même décret. Le décret de 2015 dont je viens de citer, c'est le même décret. Donc, la grille salariale qu'on nous a attribuée, moi, je ne comprends pas. Et c'est que c'est difficile. On le dit depuis 3 ans, mais rien n'a changé. D'abord, on nous a attribué une grille salariale des salaires bas, misérables, et ça ne couvre même pas les 12 mois sur 12. Des salaires et quand vous prenez le cas du secondaire, oui. D'abord, là, il y a encore violation des lois parce que là, maintenant, des gens ont jusqu'à 30 heures par semaine. 30 heures de travail par semaine. Le moins d'heures que vous en trouvez, c'est peut-être 26 heures pour certains. Sinon, normalement, il faut avoir au minimum 18 heures pour d'autres et 20 heures, voire 22 heures pour d'autres, normalement. Mais au niveau du primaire, par exemple... Bon, au niveau du primaire, bon, on connaît la réglementation des heures de travail. Mais au niveau du secondaire, ça ne va pas. Et depuis des années, on crie. Et je me demande comment un enseignant qui a 30 heures de travail par semaine, comment pourrait-il être efficace pour le travail? Vous voyez le gouvernement... Et non seulement des gens sont à 30 heures par semaine, et c'est eux qui prennent des salaires bas, et cela ne couvre pas non plus les 12 mois sur 12. C'est une aberration. Je sais même plus quoi dire. Cela veut dire que vous souffrez véritablement. Nous souffrons. La preuve, pendant ces vacances, nous avons de nos camarades, certains qui ont fait étudiants pour pouvoir essayer de trouver le peu qu'il faut. Il y en a qui ont fait aide-maçon, il y en a qui ont même aidé, qui sont allés dans les chantiers pour voir ceux qui sont en train de construire des maisons et les ont aidés à remblayer les maisons pour trouver un peu de... Parce que c'est des pères de famille. Ce sont des pères de famille, c'est des gens qui ont des femmes, d'enfants à la maison, qui ont un foyer et qui doivent assumer leurs responsabilités de parents d'élèves. Et nous voici encore à la veille de la rentrée. On a beau crier, on a tout dit, mais toujours c'est en discussion, c'est en discussion. Monsieur, mais c'est quand même curieux. Il y a l'un d'entre vous qui, dans l'un de nos reportages tout à l'heure, disait qu'il était à 60 000 francs. Justement, lorsque vous êtes au niveau du primaire avec le CEAP et le bac, puisqu'on a recruté certains académiciens au niveau du primaire aussi, lorsque vous avez le bac. Donc le bac et le CAP, c'est 60 000. Et ce n'est pas 60 000 francs, puisque la deuxième année d'expérience, on a même exigé, les banques ont exigé aux aspirants d'avoir des comptes courants. Et vous ne pouvez pas prendre 60 000. À peine vous allez vous retrouver à 57 000 ou quelque chose. Puisque la banque prélève ce qu'il doit prélever. Et lorsque pendant les vacances, vous êtes sans salaire, la banque vous met des moins. Vous êtes déjà à des moins. Et lorsque vous allez retrouver votre premier salaire, peut-être en novembre, en ce moment, les 60 000 qui viendront, la banque va prélever tous les mois qu'il avait imaginé ce qui va rester. Celui-là qui a déjà accumulé des dettes pendant des mois sans salaire, non seulement il doit à son entourage, mais il doit aussi à la banque. Mais est-ce que l'État a conscience de cette situation? Bon, je dirais que l'État est conscient parce que à un moment donné, on a écouté le ministre des enseignements secondaires qui a dit que, puisqu'on a toujours dit de nous accorder un contrat de 12 mois sur 12 heures pour nous permettre de vivre aussi mieux pendant les vacances. À un moment donné, lors d'une émission, le ministre des enseignements supérieurs qui avait dit que c'est un principe acquis. Et des fois même, le gouvernement aussi dit que nous avons raison de tout ce que nous demandons. Et je ne sais pas pourquoi, si c'est ça que nous avons raison, pourquoi alors sanctionner certains d'entre nous? Puisqu'il y a certains d'entre nous qui ont vu leur contrat suspendu pour avoir voulu se manifester
pour une amélioration de conditions. Parce que vous insinuez que parce que vous êtes ici ce soir en train d'expliquer la situation, on peut rompre votre contrat? C'est possible. Puisque si Simplement par le parce que passé, vous informez l'opinion? Bon, c'est possible. Puisque par le passé, on a fait des mouvements. Il y a les armées ont fait des mouvements en novembre dernier pour vouloir, parce qu'ils veulent que la situation s'améliore. D'autres pensent que c'est politique. D'autres pensent que c'est politique, c'est parce qu'on est contre. Non, c'est une question de carrière. Et quand ça ne va pas, il faut le dire pour que l'autorité puisse prendre les dispositions qu'il faut prendre. Mais on n'a pas voulu nous écouter, on a suspendu des gens et ils sont comme ça jusqu'à présent. Leur contrat a été suspendu et ils sont encore comme ça jusqu'à présent. On a beau faire toutes les démarches pour qu'on puisse les reprendre. On ne sait pas ce que le gouvernement va décider pour la rentrée prochaine. Justement, les aspirants, vous aspirants au métier d'enseignant, vous allez commencer une nouvelle rentrée, mais vous dites que vous êtes inquiet par rapport au paiement du premier mois de travail. Pourquoi êtes-vous inquiet? Oui, nous sommes inquiets parce que d'abord, on a traversé des mois. Et d'abord, le lundi prochain, le 12, c'est déjà la pré-rentrée où il faut d'abord déjà être dans les écoles pour préparer la pré-rentrée, pour pouvoir être en mesure de donner les premiers cours dès le 19. Donc ça veut dire que déjà, nous travaillons déjà dans le mois de septembre. Mais comme d'habitude, on commence toujours en septembre, mais on ne nous a jamais payé le mois de septembre depuis 3 ans. Donc nous sommes inquiets, nous sommes accumulés par les dettes un peu partout. On se demande dans quelles conditions. Il y a nos enfants qu'on doit inscrire aussi à l'école. Il y a tout ça. Voilà toutes nos inquiétudes. Et aujourd'hui, le gouvernement, c'est d'abord, vous avez dit que on vous a fait un traitement vraiment médiocre, oui, alors qu'il y a un décret qui régulièrement devrait vous être appliqué. Ensuite, le salaire est très bas. Oui. Vous avez dit quand on est au primaire, c'est 60 000 francs. On vous a imposé à avoir un compte bancaire. La banque prélève l'agio et pendant les vacances, puisque le compte est vide, la banque vous réserve des agios à payer. Justement. Et lorsque vous reprenez le premier salaire, on vous prélève tout cela, alors que vous travaillez en septembre déjà, mais on ne vous paie jamais le mois de septembre. Comment vous voyez l'avenir de l'AME? L'avenir de l'AME, c'est incertain. C'est incertain. On vous dit que le gouvernement peut régler cette injustice, ça serait bien. C'est incertain. C'est incertain. C'est incertain. Oui. Et ça, Paul, l'éducation aura un coût, puisque vous pouvez avoir le meilleur enseignant du monde. S'il a des soucis et un peu partout, il ne pourra pas être en mesure de rendre le meilleur de lui-même. La preuve même, faites l'expérience avec les gens qui prennent des répétiteurs à la maison. Quand vous ne payez pas bien votre répétiteur, n'attendez pas à un bon résultat et auprès de votre enfant, puisqu'à un moment donné, il sera fatigué, il a déjà des soucis à la maison. Quand bien il aura l'envie de bien faire, c'est que quelque chose n'ira pas. Et voilà, et comme ça, ça va agir sur les apprenants, ce qui n'est pas bien pour notre pays de demain. Alors la question que je vais me poser, quel avenir, quel agent de l'État, quelle population veut désormais l'État? Et puisque déjà, à partir de la base, je crois que si c'était ce traitement qui était accordé aux enseignants, au moment où nos gouvernants aujourd'hui étaient à l'école primaire, ils ne seraient pas aujourd'hui gouvernants. On aurait déjà des gens mal formés qui peut-être ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole pour nous dire à présent, une fois encore, vos doléances. Merci, monsieur le journaliste. Et je voudrais encore une fois lancer un appel à nos gouvernants que la situation des AME en étant vraiment difficile, nous demandons à nos autorités de nous insérer dans la fonction publique, puisque nous venons de passer 3 années consécutives avec déjà nos diplômes professionnels, donc de penser déjà à notre insertion définitive, pour que nous puissions avoir le même traitement que les autres catégories d'enseignants, et aussi de revoir le quota horaire. C'est très important, le quota horaire. Les 30 heures, les 28 heures, les 26 heures, c'est trop difficile pour nous.
Et puis, ce que je demande, surtout le quota horaire pour la rentrée prochaine, et aussi de bien vouloir et réintégrer nos camarades qui sont, dont leurs contrats ont été suspendus pour faire de mouvements d'humeur en novembre dernier, de bien vouloir les réintégrer, puisque le gouvernement même a déjà dit que c'est vrai, ils ont raison. Bon, si vous-même vous savez que nous avons raison, pourquoi encore punir? Merci. Et donc, voilà, je pense que c'est ce que je peux dire, je peux demander. Et déjà, si pour ce mois de septembre, on peut déjà nous payer le mois de septembre, puisque je suis en train d'apprendre. Oui, le gouvernement, au cours de la rencontre gouvernement-syndicat de ce jour, jeudi 8 septembre, le gouvernement a décidé d'octroyer une avance sur salaire aux aspirants au métier de l'enseignant, en attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines pour faciliter une reprise des classes de façon convenable. Donc, une avance de mois. Une avance sur salaire d'un mois dès ce septembre. C'est le ministre Biochane qui l'a dit tout à l'heure. Bon, qu'en dites-vous? Une avance sur salaire. Bon, je dirais que c'est un pas, mais ce n'est pas ce que les aspirants veulent. Parce que quand vous dites une avance sur salaire, ça veut dire qu'on vous a prêté de l'argent. Et on va payer ça comment? À quand? Puisque si j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux, on dit qu'il a payé à partir du mois de janvier. Je ne sais pas si c'est vrai. Ok, l'AME qui s'est déjà endetté partout, même à la banque, tout ça là. Bon, les 1 mois, je prends le cas de celui qui a 60 000. Les 1 mois qu'on va verser sur son compte comme avance sur salaire, soyez sûr qu'il ne percevra pas les 60 000. Vous avez déjà dit que lorsqu'on verse le salaire de 60 000, c'est environ 57 000 qu'on prend. Voilà. Cela veut dire que la banque prélève environ 3 000. Voilà. Maintenant, si vous avez... Pour certains, il y en a qui prennent plus que ça, parce que chaque banque avec son quota. Donc, pour certains, voilà. Donc maintenant, si vous avez, la banque prélève par exemple 3 000 et que vous avez 3 mois de... 3 mois, justement. De dette vis-à-vis de la banque, puisque votre compte est vide. Voilà. Plus ce qui a prélevé sur ce salaire en sur moyenne, ce salaire, je crois que vous allez vous retrouver rapidement à 40 000 ou encore moins. Vous voyez un peu avec moi, et c'est 1 mois, on dit encore avant de ça, que même les 40 000 que tu reprends, c'est aussi un prêt. Et tu ne vas plus payer 40 000, tu vas payer 60 000. Et comment ce paiement-là sera fait? Moi, je pense si le gouvernement pouvait dire que, bon, on va leur octroyer une prime spéciale pour le mois de septembre, ce serait bien. Et aussi, les 60 000, les 40 000 viendront quand? Puisque la rentrée, c'est pour le 19. Oui, et la pré-rentrée, c'est pour le 12. Et nous aussi, on doit préparer la rentrée de nos enfants. Vous voyez, donc c'est pour dire, en somme, que ce n'est pas encore la solution. La solution, c'est de nous signer des contrats de 12 mois sur 12 avec les avantages y afférés, de réduire le quota horaire et et nous leur demandons de bien vouloir réintégrer nos camarades dont leurs contrats ont été suspendus pour faire des grèves. Parce que normalement, si vous n'êtes pas à 60 000, le salaire est un peu plus élevé. Oui, attends, normal, si on devait respecter le décret, ce n'est pas le salaire de 60 000 que ce dernier devait gagner. Si on devait, puisque c'est une grille salariale qui est venue de nulle part, où on ne sait pas d'où on a sorti ça. Donc si on devait respecter le décret, on devait être traité de la même manière que les autres catégories qui sont sur le terrain avec nous. Puisque nous avons les mêmes cahiers de charges, nous avons obligation de résultats et nous faisons le même travail et je ne sais pas pourquoi. Et nous avons aussi les mêmes diplômes. Nous avons aussi les mêmes diplômes. Ils ont le CAP, on a le CAP, ils ont le CAP, on a le CAP. Ils ont le... Donc, nous faisons les mêmes choses, les mêmes cahiers de charges. Et c'est le même décret qui nous régit. Mais je ne sais pas pourquoi nous, on sera catégorisés avec cette grille et ceci perdu depuis des années. On ne sait pas quand ça finira. Paterne Couton, je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste.
Certains protègent de façon exagérée leurs parents, leurs enfants. Certains parents protègent de façon exagérée leurs enfants, leur interdisant ainsi de prendre des risques, ce que l'on appelle la surprotection parentale, pourtant loin de rendre service aux progénitures. Au contraire, ce genre de protection serait une mauvaise chose. C'est ce qui ressort de ce reportage réalisé pour vous depuis Parakou par notre correspondant permanent dans les départements du Septentrion, Fidèle Zimbaba. La surprotection parentale est la tendance d'un parent à vouloir protéger son enfant du moindre danger qui le guette ou des contrariétés qui pourraient lui arriver, à résoudre ses conflits relationnels à sa place, ainsi qu'à réagir démesurément lorsque l'enfant rencontre des difficultés. Bon nombre de parents, en le faisant, pensent bien faire, alors que selon le psychopédagogue, c'est un comportement que les parents ne devaient pas avoir. Surprotéger un enfant est de loin lui causer du tort en pensant lui faire du bien. Il ne faut pas faire ça parce que c'est dangereux. Mais ça, c'est aussi de la surprotection. On l'appelle la psychologie. Ça, c'est de la surprotection. Et cette manière aussi de faire ne permet pas à l'enfant de même d'affronter certaines difficultés. Voilà des parents qui ont trop vite fait de comprendre et d'anticiper même certaines difficultés de leurs apprenants. Ça veut dire quoi? Dès lors que même l'enfant veut faire, non, attention, attends, je vais te le faire, je vais faire ça. Je vais faire ça, sinon tu vas te blesser. Mais lorsque tu ne seras pas là, c'est toi, et il sera en ville, à l'école, dans la rue, c'est toi qui vas faire tout à sa place. Ce que tu lui as refusé, c'est ça qu'il va expérimenter lorsqu'il sera seul. C'est pour ça il faut permettre parfois même aux apprenants de prendre le goût du risque. Vous allez dans les écoles maternelles, il y a des balançoires, des toboggans. Mais lorsqu'un parent vient là, il commence par trembler. Et il va tomber, il va faire ci. Je dis, allez-y papa, allez-y maman. Il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber, la maîtresse est là. Tout le monde est là. On va voir comment il va bien le faire. Et demain, toi-même, tu viens. Vous allez, après un mois, non seulement qu'il monte sur le toboggan, les pères qui sont même en haut là, il laisse et c'est là-bas, il monte parce qu'il veut découvrir, il veut encore un plus. La balançoire, c'est au moment où vous êtes là peut-être. Après, vous allez voir, non seulement qu'il se lance lui-même, il va demander qu'on le foute très fort. C'est le goût du risque. Eux-mêmes, ils veulent prendre le goût du risque. Et c'est ça qui forme aussi dans la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Lorsqu'on ne prend pas du risque, le jour qu'on est confronté à ça, vous êtes troublé. Ça, c'est comme ça. Et ça, si je le dis, mais vous-même, rappelez-vous de votre enfance. Certains parents vont jusqu'à éviter à l'enfant de jouer, de peur qu'il ne se blesse. Parfois, on lui interdit même de jouer avec les enfants des voisins ou les enfants d'une certaine classe sociale, soi-disant basse. D'abord, les enfants n'ont pas de frontières par rapport à la socialisation. C'est curieux lorsque les parents le disent. Mais ouvrez votre portail. Lorsque votre enfant sort, mais si vous ne le enquêtez auprès de lui, il est avec l'enfant du chauffeur, avec l'enfant du mécanicien, avec l'enfant du pauvre paysan, tes voisins du quartier, puisqu'on ne choisit pas son voisin. Même si vous avez pris 10 parcelles, vous avez clôturé, à côté de vous, il y a toujours des voisins. Ceux-là, si votre enfant sort, il va jouer avec eux. Les enfants n'ont pas de frontières dans ce domaine. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui pensons que mon rang social ne me permet pas de m'approcher de tel qui apparemment est moins que moi. L'enfant conscient qu'il est, son papa est journaliste, il n'a pas à s'isoler, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas de journalistes dans le quartier. Non. Si les enfants de cadre ne se rencontrent qu'entre eux, les enfants de paysans entre eux, ça va donner quoi? Et demain, vous voulez qu'on soit ensemble pour construire le même pays. Il y a une catégorisation déjà depuis leur enfance. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on se mette ensemble pour construire. Non, ça ne pourra pas marcher. L'enfant doit jouer avec ses pairs.
c'est le moment plus que jamais de la socialisation. À l'école, c'est un autre monde, mais en ville, à la maison, dans la rue, c'est un autre monde. À la maison également, c'est un autre monde. Il doit le faire, il doit s'épanouir. D'un autre côté, interdire aux enfants d'aider leurs parents à accomplir les tâches ménagères est une forme de surprotection également. Et troisièmement, l'enfant doit doit exécuter certaines tâches ménagères de la vie quotidienne et qui a rapport à la vie des parents. Absolument. Absolument. Moi, excusez-moi, j'ai vécu une scène aussi au Japon avec on était avec d'autres collègues, un Rwandais qui me posait la question de savoir pourquoi mes enfants doivent aller à la cuisine. Quand on causait, je dis, mais mes filles, quand elles sont avec leur maman, je dis, mais pourquoi tes enfants doivent aller à la cuisine au Ruméré? J'ai dit, mais pourquoi les enfants ne doivent pas aller à la cuisine? Il dit, mais votre femme n'a pas une cuisinière? J'ai dit, voilà une autre culture. Chez nous, avoir une cuisinière, c'est d'être d'une certaine classe. Moi, je ne peux pas avoir un cuisinier. Même ceux qui l'ont, c'est leur service qui fait que l'État leur dote de cuisiniers ou de cuisinières. Personne n'a une cuisinière à la maison. C'est nos épouses qui sont nos ménagères. C'est elles qui s'occupent de ça, même fonctionnaires. À la limite, on prend des domestiques. Les parents doivent éviter de protéger exagérément leurs enfants. Laisser les enfants prendre certains risques contribue à former ces enfants pour affronter la vie active. Visite du chef d'état-major de la garde nationale du Mali dans les centres d'instruction de Toubanissou et du Sinou. Plus de 4000 recrues sont en formation dans ces deux centres. Mauritanie, la saison hivernale 2022 continue avec son lot de morts suite à une vague d'inondations sans précédent dans plusieurs villes du pays. Vladimir Poutine a blâmé les pays européens d'avoir trompé les pays en voie de développement sous prétexte de défendre leurs intérêts. Seulement 2 navires sur 87 ont été envoyés vers les pays les plus pauvres, selon le président russe. Merci de nous rejoindre dans cette seconde partie de la messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette année, la tournée du trophée de la Coupe du monde de la FIFA s'arrête dans 51 pays et territoires, au nombre desquels 32 pays qualifiés pour la Coupe du monde de Qatar 2022. Le Ghana est le premier pays africain à recevoir le trophée et le 7 septembre, le trophée se trouvait au Sénégal pour être remis au président Macky Sall. On fait le point. La cérémonie se déroule au palais présidentiel du Sénégal dans une ambiance festive. Après la cérémonie de réception, le trophée est exposé au Grand Théâtre National de Dakar pour que les fans sénégalais puissent le voir de plus près. Pour la première fois, le circuit du trophée de la Coupe du monde de la FIFA s'arrête dans les 32 pays qualifiés. En Afrique, on le présente au Cameroun, au Maroc et en Tunisie, après le Ghana et le Sénégal. Ce voyage se termine à Doha, au Qatar, quelques jours avant le début de la compétition mondiale, le 20 novembre. Quant à toi, Dame Coupe, le Sénégal, par ma voix, te déclare sa flamme. De tous tes prétendants, nous sommes le seul pays de la Teranga. Alors nous t'offrons la Teranga sénégalaise à bras ouverts. Et nous te promettons que
toute griffe d'or. Le lion se battra de toutes ses forces pour te conquérir et te ramener ici, au Sénégal, en décembre prochain. Il ne suffit pas de participer, mais il faut aller de l'avant et maintenant aller, pourquoi pas, décrocher une demi-finale ou voire là une finale de Coupe du Monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on est champion d'Afrique. On se doit aujourd'hui de représenter l'Afrique et les amoureux du football le plus dignement possible. Visite du chef d'état-major de la garde nationale du Mali dans les centres d'instruction de Toubassino et de Sénou. Plus de 4000 recrues sont en formation dans ces deux centres. Le général de brigade Élisée Jean Dao est allé constater de visu l'état d'avancement de la formation. On fait le point. Le chef d'état-major de la garde nationale dans les centres d'instruction de Toubanisso et de Sénou, le général de brigade Élisée Jean Dao est venu s'enquérir des conditions de formation des recrues. Il s'agit de celles des forces de défense et de sécurité qui subissent une formation commune de base pour une durée de 6 mois. Il n'a pas manqué d'encourager les membres de l'encadrement pour leur engagement dans la formation des recrues. L'encadrement, l'instruction, pour moi, c'est un sacerdoce. Des gens qui ont appris et puis qui viennent transmettre ces connaissances-là à des jeunes gens qui étaient des civils il y a juste quelques mois, qui ont acquis des connaissances aussi bien techniques et tactiques de cette ampleur-là. Il est vraiment bon que l'on les remercie et puis entoure l'encadrement et puis félicite tous ceux qu'ils sont en train de faire. Les recrues doivent honorer leur engagement dans la tenue. Le général de brigade Élisée Jean Dao a tenu à le leur rappeler. Ils ont fait un engagement et cet engagement, il faut l'encourager, leur montrer que on ne vient pas dans la tenue pour se servir, on se met donc à la disposition de la nation, et prêt à partir partout, après sa formation, là je leur ai expliqué, et beaucoup d'autres conseils par rapport à leur carrière future. Il a ajouté en outre que la situation particulière du pays oblige tous les militaires à faire preuve de patriotisme. Notons que Toubanisso est un nouveau centre qui regroupe 3037 recrues. Quant à celui de Sénou, il regroupe 1150 recrues. En Mauritanie, la saison hivernale 2022 continue avec son lot de morts suite à une vague d'inondations sans précédent. C'est dans plusieurs villes du pays. On fait le point. L'Office national mauritanien de la météorologie parle de précipitations largement supérieures à la normale, atteignant parfois les 500 mm. En 5 semaines, le ministère de l'Intérieur dénombre 27 morts, dont 12 enfants liés aux pluies. Et plusieurs centaines de maisons se sont effondrées. Parmi les villes sinistrées, on note surtout Kaedi, à l'extrême sud du pays. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est allé au chevet des populations. Je voudrais bien rassurer les citoyens que l'État a les capacités et la détermination d'intervenir en situation d'urgence sur l'ensemble du territoire national. À Nouakchott, la capitale, des quartiers patauges. C'est le cas à Dar Naïm, en banlieue est, où Aïcha et voisines ont les pieds dans l'eau. La zone devient dangereuse, surtout pour les enfants. Il n'y a plus personne d'ailleurs, tout le monde a quitté le quartier. Ici comme ailleurs dans le pays, les populations sont contraintes de quitter leur domicile et leurs affaires pour aller se réfugier dans des écoles. Aïcha en a fait l'expérience. J'ai perdu mon meublé, l'eau a avalé mon lit et toutes mes affaires. Ma maison est inondée de tous bords. J'y ai même plus accès. Sur place, les autorités locales viennent au secours. Fatah Ould Hamid est un conseiller communal. Les aides arrivent. L'État, par le biais de la communauté urbaine de Nouakchott, offre le petit déjeuner et garantit l'eau et l'électricité. Il y a encore des associations de jeunes qui assurent les repas de la journée et du soir. Le représentant du ministère de la Santé est bien présent et on a une ambulance pour les urgences.
Toutefois, l'inquiétude demeure, car les pluies vont continuer jusqu'en octobre, prédit l'Office national de la météorologie. En Tunisie, le ministère de l'Environnement a interdit la fabrication de certains types de sacs en plastique. La mesure a pris effet le 1er septembre. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État tunisien pour réduire la pollution plastique, en particulier dans les zones touristiques. Reportage. Les autorités ont publié la liste des types de sacs plastiques dont la production, l'importation, la distribution et la possession sont interdites sur le territoire tunisien. Le département de l'environnement a également lancé une campagne de nettoyage pour éliminer des tonnes de déchets plastiques. L'interdiction du plastique n'a pas pu être mise en œuvre il y a 2 ans parce que le secteur n'était pas prêt pour la transition. À présent, après une longue période de sensibilisation, de nombreux types de sacs en plastique ne seront plus disponibles sur le marché. Les impacts environnementaux des déchets plastiques sont immenses. Nous aidons les professionnels du secteur plastique à produire des sacs biodégradables. Le gouvernement offre des incitations pour encourager la transition technologique en finançant l'achat de machines à sacs en plastique biodégradables. Des machines à sacs plastiques biodégradables sont désormais disponibles dans le pays. Certaines personnes restent préoccupées, mais je pense qu'il est inutile de résister à l'interdiction des sacs plastiques. Tous les professionnels doivent s'adapter à la nouvelle demande du marché et fabriquer des sacs en plastique respectueux de l'environnement. De nombreux consommateurs tunisiens ont déjà remplacé les sacs en plastique par d'autres sacs écologiques. Des milliers d'artisans fabriquent des sacs avec des matériaux naturels. Les matériaux naturels respectent l'environnement. L'interdiction du sac en plastique a stimulé notre production innovante. En mars 2022, les chefs d'État, les ministres de l'Environnement et les représentants de 175 nations, dont la Tunisie, ont approuvé une résolution historique à l'Assemblée sur l'environnement des Nations Unies à Nairobi, pour mettre fin à la pollution plastique et pour forger un accord international juridiquement contraignant d'ici la fin 2024. La résolution historique adoptée à Nairobi concerne l'ensemble du cycle de vie du plastique, y compris sa production, sa conception et son élimination. Le ministère tunisien de l'Environnement annonce que l'État nord-africain prévoit d'interdire tous les types de sacs plastiques d'ici 2024. Des jeunes Éthiopiens se réunissent le mardi 6 septembre au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est pour une session interactive avec les taïkonautes de Shenzhou 14. Ils font partie des représentants de 8 pays africains invités à poser 8 questions aux 3 taïkonautes travaillant dans la station spatiale chinoise Tiangong, co-organisée par la mission chinoise auprès de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine et l'Agence chinoise des vols spatiaux habités. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Afrique et la Chine dans le domaine des sciences spatiales. Suivez. C'est le premier dialogue entre des jeunes Éthiopiens et des astronautes chinois qui menaient des recherches scientifiques dans l'espace. Une étape importante dans la coopération spatiale internationale. Hu Changchun, ambassadeur auprès de l'Union africaine, s'est félicité du bilan des échanges sino-africains dans ce domaine. La Chine soutient l'Afrique dans sa capacité autonome de technologie spatiale. L'événement d'aujourd'hui témoigne encore une fois de la ferme détermination des deux parties à gravir ensemble les sommets scientifiques et technologiques. Je suis sûr que le dialogue avec les astronautes incitera les jeunes Africains à redoubler d'efforts dans leurs études, à mieux maîtriser de nouvelles technologies en faveur de la relance du continent et de la promotion d'une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide. Lors de cet événement, des jeunes venant de 8 pays africains ont été invités à poser 8 questions aux 3 taïkonautes qui travaillent dans la station spatiale chinoise de Tiangong. Une initiative qui vise à inspirer et impliquer les jeunes Africains dans les affaires spatiales. Pour pouvoir être une nation spatiale, il faut développer les capacités humaines. Rien d'autre que les jeunes, plus personne mieux que les jeunes pourrait être la cible parfaite. Aujourd'hui, les jeunes ont appris, même les décideurs aussi ont appris, que l'espace est un outil important et essentiel, non seulement pour le développement personnel,
mais également pour le développement de nos sociétés et pour le développement socio-économique de nos pays et de nos continents. En décembre 2020, l'Éthiopie a lancé son deuxième satellite avec le soutien de la Chine depuis le centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Une équipe d'ingénierie conjointe éthiopienne et chinoise a effectué la conception technique et détaillée. La nation insulaire des Comores organise une compétition pour renforcer l'entrepreneuriat des femmes. Des images vidéo du diffuseur d'État au RTC. La compétition est un projet conjoint entre l'Union des chambres de commerce et la Banque Exim des Comores. Les juges sélectionneront ceux qu'ils considèrent comme étant les 10 meilleurs projets commerciaux. Chacune des gagnantes recevra un prix en espèces d'environ $2000 pour financer leur start-up. Elles peuvent également remporter une année de formation et d'assistance, de même que des prêts bancaires avantageux. Suivez. La nation insulaire des Comores organise une compétition pour renforcer l'entrepreneuriat des femmes. Des images vidéo du diffuseur d'État au RDC. La compétition est un projet conjoint entre l'Union des chambres de commerce et la Banque Exim des Comores. Les juges sélectionneront ceux qu'ils considèrent comme étant les 10 meilleurs projets commerciaux. Chacune des gagnantes recevra un prix en espèces d'environ $2000 pour financer leur start-up. Elles peuvent également remporter une année de formation et d'assistance, de même que des prêts bancaires avantageux. Vladimir Poutine a blâmé les pays européens d'avoir trompé les pays en voie de développement sous prétexte de défendre leurs intérêts. Seulement 2 navires sur 87 ont été envoyés vers les pays les plus pauvres, selon le président russe, qui a ajouté vouloir consulter le président Recep Tayyip Erdogan à ce propos. Selon la presse, rapportant des données du Centre de coordination conjointe d'Istanbul chargé de superviser cet accord, 30% à faible revenu ou à revenu intermédiaire inférieur. Suivez. Je vous informe, chers collègues, que si l'on exclut la Turquie en tant que pays intermédiaire, la quasi-totalité des céréales exportées d'Ukraine est envoyée non pas dans les pays en développement, les pays les plus pauvres, mais vers ceux de l'Union européenne. Dans le cadre du programme alimentaire mondial de l'ONU, qui consiste précisément à aider les pays les plus nécessiteux, 2 navires seulement ont été chargés. Je souligne seulement 2 sur 87. Ils transportaient 60 000 tonnes de nourriture sur 2 millions de tonnes. Ce qui ne représente en fait que 3% envoyés vers les pays en développement. Je tiens à dire que ceux des pays européens qui se sont conduits en colonisateurs au cours des décennies et des siècles précédents continuent d'agir de la même manière aujourd'hui. Une fois de plus, ils ont tout simplement trompé les pays en développement et continuent à le faire. Il est évident qu'avec une approche pareille, l'ampleur des problèmes d'alimentation dans le monde ne fera qu'augmenter, ce qui malheureusement, à notre grand regret, pourrait conduire à une catastrophe humanitaire sans précédent. Et peut-être qu'il vaut la peine de penser à limiter les directions de l'exportation de céréales et d'autres aliments par cette voie. Je vais certainement consulter sur ce sujet le président turc, M. Erdogan. La pression que nos quasi-partenaires et nos adversaires géopolitiques exerçaient sur nous était fondée précisément sur des appels à la Russie à protéger les intérêts des économies les plus pauvres, à prévenir la famine dans ces pays. Et bien sûr, nous avons tout fait pour parvenir à ces accords, nous les honorons, nous nous assurons de leur application. Mais il s'est avéré qu'une fois de plus, ils nous ont tout simplement, comme on dit chez nous, posé un lapin de manière grossière. Ils nous ont leurré, jobardé. Et pas seulement nous, mais les pays les plus pauvres, en agissant sous prétexte de défendre leurs intérêts. Une délégation de sénateurs français est arrivée ce 7 septembre à Taïwan, une visite de 6 jours. La première d'une délégation parlementaire d'un pays européen depuis la visite de Nancy Pelosi, après le déplacement de la présidente de la Chambre des représentants américaine à Taipei en août. Les tensions sont montées de cran entre Taïwan et la Chine. Suivez.
Des hélicoptères, des avions de chasse et des chars en plein exercice de tir. Depuis mardi et pendant 48 heures, de jour comme de nuit, l'armée taïwanaise teste les capacités de combat de ses différentes unités. Une démonstration de force en guise de réponse aux plus importantes manœuvres militaires jamais effectuées par l'armée chinoise au-dessus du détroit et aux abords de l'île ces dernières semaines. Même si le gouvernement communiste chinois a récemment commis de nombreux gestes injustifiés à notre égard dans le but de provoquer des conflits entre les deux parties, nous ne nous découragerons pas. Nous nous préparerons à la guerre, mais nous ne la chercherons pas. Nous nous battrons, mais ne provoquerons pas les conflits. Nous poursuivrons l'entraînement pour élever les compétences de combat de chaque soldat. Nous demandons à nos compatriotes de croire et d'avoir foi en nous. Depuis la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi début août, les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont exacerbées. Alors que Pékin considère l'île comme partie intégrante de son territoire au nom du principe d'une seule Chine, Washington entretient l'ambiguïté stratégique visant à reconnaître diplomatiquement la Chine continentale tout en s'engageant à donner à l'île autonome les moyens militaires pour se défendre en cas d'invasion. Un statu quo que les dernières actions diplomatiques américaines continuent à mettre en péril. Vendredi dernier, le gouvernement américain a annoncé la vente de 1,1 milliard de dollars d'armement à Taïwan. Une décision qui a provoqué la fureur de la Chine, Pékin ayant demandé à Washington de renoncer, menaçant de prendre des contre-mesures. Les ventes d'armes américaines à Taïwan ont violé les engagements politiques pris dans les 3 communiqués conjoints sino-américains, en particulier le communiqué 817, ayant soutenu la connivence de l'indépendance de Taïwan pour créer de nouvelles tensions dans le détroit. Les États-Unis doivent se conformer strictement au principe d'une seule Chine et aux 3 communiqués conjoints sino-américains et cesser d'utiliser Taïwan pour contrôler la Chine. Elle ripostera résolument aux actions qui portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine et qui interfèrent dans ses affaires intérieures. Au cœur du rappel historique de Pékin, ce communiqué sino-américain conjoint établi le 17 août 1982 entre Pékin et Washington, dans lequel les États-Unis avaient reconnu la République populaire comme seul gouvernement légitime de la Chine et Taïwan comme faisant partie de la Chine, mais qui ne statuait pas sur la question des ventes d'armes américaines à Taipei. 40 ans après, les risques de déstabilisation de la région et de conflits entre la Chine et les États-Unis n'ont jamais été aussi élevés. Et ce sera tout pour cette grande randonnée informative du soir sur Golf TV Africa. Le siège de l'info s'achève. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez câblés Golf TV Africa. Bonsoir chez vous.